Chers internautes, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes avec ARM, docteur en sciences politiques, diplômé de l'école des avocats de Paris, intellectuel polémique très connu sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui on a choisi un thème, parler du bilan, la première année du pouvoir du régime Azali. Parce qu'ils ont fêté dernièrement l'anniversaire en grande pompe en juin. Donc à partir de là, on voudrait interroger l'intellectuel qui est M. ARM. Est-ce que ce bilan-là peut être considéré comme positif ou non? Donc la première question serait de savoir: est-ce qu'il est légitime de fêter un premier anniversaire d'une année de pouvoir, ou c'est juste une coutume azaliste? Moi, je considère qu'il n'y a rien à fêter. Parce que premièrement, nous sommes en train de fêter un pouvoir qui est tout à fait illégitime, anticonstitutionnel, et qui n'a réalisé aucun projet. On nous parle d'électrification, d'électricité. Et pendant que Azali Assoumani prononce son discours, il y a 3 coupures d'électricité à Moélie. Et il dit qu'il a réglé le problème d'électricité, mais c'est ridicule, c'est pathétique. Et il aurait dû en tirer les conséquences et se montrer un peu plus modeste, parce qu'il en fait trop. Il va trop loin dans ses autocélébrations et ça le rend ridicule aux yeux de tout le monde. Il va inaugurer un hôpital en grande pompe en juin. Et là, le sujet du jour, le sujet de la semaine, le sujet du mois, le sujet de l'année, c'est quoi? Il a demandé à l'avion de faire demi-tour pour venir chercher son allié circonstanciel de temps, M. Ahmed Abdallah Sambi, pour qu'il aille assister à cette mascarade. Mais il l'empêche de prendre la parole. Il ne l'a même pas invité, alors que le projet a été initié par lui. Donc là, il y a une mauvaise foi évidente, il y a un manque de sang-froid et il y a un manque de savoir-vivre. Il est en train de célébrer quelque chose qui n'existe pas. C'est comme quand, en mai 2010, au moment où Ahmed Sambi devait quitter le pouvoir, après avoir organisé une élection et placé Moélie à la tête de l'État, il était en train d'inaugurer une fibre optique qui n'existait même pas. Donc, dans ce pays, on inaugure des choses qui n'existent pas. Et Azali devait fêter quoi? Il devait fêter le salaire qu'il a augmenté à ses ministres et à lui-même. Il devait célébrer l'argent massif, l'argent immense, l'argent en quantité illimitée qu'il a reçu de ses voyages, mais qui va dans sa propre poche. Il devait célébrer l'incendie que lui-même et son clan familial ont mis au trésor pour cacher leur vol d'argent public. Hein? Ce sont ces choses-là qu'il doit fêter. En dehors de ça, on ne voit rien. Il n'y a rien à célébrer. Monsieur ARM, en parlant de bilan, je vais parler du bilan économique et financier de l'année qui vient de passer. Dans les premiers jours du pouvoir d'Azali, il a montré sur les radios et dans les médias que ça serait un régime très rigoureux en matière de gestion des deniers publics. Est-ce que le fait qu'il ait dépensé 84 millions pour organiser cette fête anniversaire ne démontre pas que ce régime n'a pas un bilan positif au niveau de la bonne gestion du denier public? Moi, je considère qu'on n'a pas besoin de célébrer un anniversaire ou d'inaugurer un hôpital en dépensant un argent qui aurait pu suffire à payer une partie des fonctionnaires comoriens. Le maniement des fonds publics aux Comores actuellement est devenu un sujet de colère chez les Comoriens. Parce que Jafar Ahmed Saïd Hassani, qui est ministre de l'économie, ne connaît rien en économie. Saïd Al-Shayhan, qui est ministre des Finances, ne connaît pas les règles
de décaissement des fonds publics. Nous avons vu comment ils sont partis acheter des moteurs d'occasion pour les ramener aux Comores, pour les surfacturer, et comment ils ont obtenu des rétrocommissions qui ont dépensé les 200 millions, les 200 millions d'euros. Hein? Non, pas d'euros. Les 250 000 euros de rétrocommission, ça fait beaucoup d'argent à l'échelle des Comores. Et dans cette affaire-là, ils ont dépensé 7 milliards de francs comoriens. Alors que ces moteurs-là auraient dû coûter en tout et pour tout 1 milliard 400 millions. Et où est passé le reste de l'argent? La Mamoué est toujours moribonde, il n'y a ni eau ni électricité. On sait pourquoi alors. Alors, au niveau du port, aujourd'hui, c'est son cousin qui dirige tout. Kamaldeen Souef, c'est son cousin. C'est lui le directeur de la douane. Il demande à ses agents les plus sûrs d'aller récupérer l'argent chez les gens à domicile. C'est devenu une affaire de famille. Alors que cet argent-là devait être décaissé au niveau du trésor public. Donc, les règles élémentaires de la comptabilité publique ne sont pas assurées parce que les gens qui sont là à la tête de l'État ne comprennent rien du tout. Ce sont des inconscients. C'est une bande de mafieux. Ce sont des gens qui ne veulent rien comprendre. Il y a aux Comores des gens qui comprennent tout sur la comptabilité publique. Ces gens-là, on les a mis à l'écart. On a pris une bande de mafieux, on a intronisé ces gens-là et ils sont en train de tuer le peu d'argent qu'il y a dans ce pays. Ils ont licencié plus de 10 000 Comoriens. Ils ont multiplié par 3 les dépenses publiques aux Comores. Mais ils vont les financer avec quoi? Alors que là, nous avons des élèves qui s'acheminent vers une année blanche. Nous avons des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Nous avons un service public qui est complètement mort. Donc aujourd'hui, ils peuvent continuer à jouer parce que l'opposition ne joue pas son rôle, parce que l'opposition souhaitait, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de problème aux Comores. À partir du moment où nous voyons que l'argent disparaît dans les poches des gens comme Belou, des gens comme Idarou Samadi, des gens comme Azali, des gens comme Jafar Ahmed Saïd, c'est un clan de voleurs, c'est une mafia qui est à la tête de l'État et ces gens-là ne feront rien de bien pour ce malheureux pays. Nous venons de passer 8 années, il en reste 4, mais apparemment il va aller jusqu'en 2030 d'après ce qu'il dit. Il y a déjà son ami le colonel Mohamed Henrifi Amoeli qui dit, c'est son ami, ils ont étudié au Maroc ensemble, son copain, qui dit qu'il faudra le laisser gérer le pays jusqu'à ce qu'il réalise tous ces projets. Mais ces projets-là, ils sont où? On ne les voit pas. Monsieur ARM, je vais juste poser une question. Parce que quand on parle du bilan de l'année du gouvernement Azali, du régime Azali, on peut parler aussi d'un mot qui est entré dans la culture comorienne, la culture politique, et que le gouvernement Azali est en train de répéter à tout va, l'émergence. Peux-tu nous définir ce mot-là? Parce que nous, en tant que Comoriens lambda, on n'arrive pas vraiment à saisir c'est quoi l'origine du mot. Alors, moi je suis un croyant, je suis un juriste, donc loin de moi l'idée de vouloir tuer qui que ce soit, mais quand j'entends quelqu'un parler d'émergence aux Comores, je n'ai qu'une seule envie, prendre un couteau et égorger la personne qui en parle. Parce que quand il y a émergence, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on se rapproche des conditions de vie sur le plan économique, sur le plan social, d'un pays développé. Ça veut dire que si aujourd'hui Azali Assoumani nous parle d'un projet d'émergence, cela suppose que les Comores ne sont plus dans la catégorie des pays moins avancés, que les Comores ne sont plus dans la catégorie des pays pauvres très endettés,
Cela suppose que les Comores ont atteint un niveau de développement semblable à celui de la Chine, à celui du Brésil, à celui de l'Afrique du Sud. Or, les Comores font partie des 10 pays les plus pauvres au monde. Les Comores font partie des pays les plus corrompus. Les Comores font partie des pays les plus mal gouvernés au monde. Alors, venir parler d'émergence dans ces conditions-là, c'est de l'escroquerie, c'est du vol, c'est un crime. Et j'irai plus loin en disant que c'est un crime contre l'humanité, parce qu'il faudrait commencer à donner de l'eau aux Comoriens, il faudrait commencer à leur donner de l'électricité, il faudrait commencer à leur donner le minimum vital. Mon ami Saïd Larifou, qui est une personne très respectable, que je respecte beaucoup, est devenu le chantre, le défenseur de cette émergence. Et quand on lui dit, est-ce que tu sais ce que c'est que l'émergence et est-ce que tu sais que les conditions d'émergence ne sont pas réunies pour les 50 années à venir et même pour les 100 ans à venir, il dit, ah, je ne savais pas. Donc, les Comoriens, comme d'habitude, les acteurs politiques comoriens, comme d'habitude, se gargarisent de mots qu'ils ne maîtrisent pas, de mots qu'ils ne connaissent pas, des mots dont ils ne connaissent pas le sens. Et pour eux, c'est des slogans, c'est des mots d'ordre. Et c'est regrettable que des gens aussi respectables se lancent dans des aventures alors qu'on sait qu'un pays émergent est un pays dont les conditions d'existence se rapprochent vers celles d'un pays développé. Okay. Si on me dit que les Comores vont rattraper le niveau de développement de la France dans les 5 ans, d'ici 2030, eh bien, je dis chapeau. Mais nous sommes là. On verra. Ne pensez-vous pas qu'on est retourné à la même politique, la politique slogan comme celui de Taki Abdel Karim, qui disait qu'on va aller au Rehemani, et aussi Sambi qui a dit que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Et est-ce que vous pensez-vous pas qu'avec le mot émergence, on n'est pas revenu dans ce système de politique slogan, politique de griot, ou juste pour ameuter les foules, faire plaisir aux gens, comme dans un spectacle. Mais est-ce qu'on n'est pas toujours dans la même comédie du pouvoir ? On ne pouvait pas échapper à cela pour une raison qui est très simple. Moi, quand je vais aux Comores, depuis octobre 2015, parce que j'avais fait une rupture de 1992 à 2015, je n'étais pas aux Comores. Mais quand j'y vais, je constate une régression. Ahmed Abdallah, qui n'avait pas fait le collège, nous fournissait de l'eau, nous fournissait de l'électricité, notre école fonctionnait très bien. Nous qui étions à l'étranger à l'époque, pour nos études, nous étions payés à la fin de chaque trimestre, nous percevions notre bourse. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans le domaine des slogans que nous avons fait une régression. Nous avons fait une régression notamment dans le domaine économique, dans le domaine social. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même le peu de respect dont nous jouissions, ce respect-là a disparu. Nous sommes devenus la risée de la communauté internationale. Nous sommes devenus des mendiants. Nous sommes devenus des gens sans le moindre respect parce que nous sommes dirigés par des ploucs qui ne comprennent rien du tout. Des gens qui ont repris les voleurs d'hier pour faire de l'émergence aujourd'hui. Là, ça ne fait pas sérieux. Ce n'est pas parce que je veux être méchant, mais je vous dis que la régression, ce n'est pas seulement parce que nous avons réinventé la politique de griot pour dire Rehemani, pour dire on va chasser les paillotes des Comores, comme Samy le disait, pour tous serez-vous fous. Mais nous sommes en régression sur tous les plans. L'école publique est morte, l'hôpital est mort, la santé est malade. Moi, j'aurais voulu qu'on me donne un seul indicateur aux Comores qui soit au vert. Il n'y en a pas. Et s'il y a quelqu'un qui en a vu, qu'il me le dise, je ne le contesterai pas. Monsieur le docteur Riziki,
J'aimerais savoir quel est votre avis sur le fait qu'aujourd'hui l'opposition ne parle pas. J'ai l'impression qu'on voit Oumadim Saïdié avec Azali, on voit presque tous ceux qui ont soutenu Mamadou avec Azali. Est-ce qu'au Comores aujourd'hui il y a vraiment une opposition? Je répugne à le constater, mais je dois dire que notre opposition est dans la fameuse politique du ventre, chère à l'africaniste Jean-François Bayard. Les gens veulent manger, les gens veulent se remplir le ventre, les gens ont faim et ils n'ont pas la prétention, ils n'ont pas le courage de dire nous attendons 4 ans pour aller tenter de conquérir le pouvoir. Nos politiciens sont devenus ce qu'on appelle en Moroni des navigateurs. Ils montent dans les bateaux, ils circulent. Ailleurs, on parle de transhumance politique. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais d'opposition parce que chaque fois qu'il y a un pouvoir, tout le monde veut être au sein de ce pouvoir-là. Et c'est l'opposition qu'on tue et c'est la raison pour laquelle on ne voit plus personne en train de parler. Nous avions pensé que 8 années après, nous allions avoir une opposition structurée. Ces gens-là se voient, je les connais, ce sont mes amis, mais ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas parce que la plupart d'entre eux, je ne dis pas tous, mais la plupart d'entre eux n'ont qu'une seule envie aujourd'hui, c'est de sauter les pas, aller à Baït Salam et aller commencer à manger comme tant d'autres. Moi, quand je vois les gens avec qui j'étais l'année passée pour combattre Azali, parce que nous savons qu'il a détruit le pays de 1999 à 2006. Quand je les vois, ces gens-là aujourd'hui alignés en rang douanion pour aller faire la révérence. Mais je me dis quelque part, nous avons tous des problèmes dans notre quotidien. Mais il faut être un peu digne, il faut avoir un peu de dignité, il faut avoir un peu de personnalité. Ce n'est pas parce qu'on est écrasé par le poids du quotidien qu'on est obligé d'offrir aux Comoriens ce spectacle misérabiliste, minable, pitoyable. Monsieur RM, est-ce que Djoua et CRC ne sont pas des frères ennemis? Ce ne sont pas des frères ennemis, ce sont des ennemis. Ils n'ont jamais été frères. Ce sont des ennemis et ce sont des ennemis mortels. Parce que ce sont des gens qui ne se sont alliés que parce que l'ancien président Ahmed Sambi n'a pas été retenu parce qu'il croyait qu'il allait être élu. Sa candidature n'a même pas été retenue. Et il lui fallait quelque part où s'asseoir. Il était plus poussé vers chez Mohamed Ali Swalihi que vers Azali. Sauf que il n'en voulait pas. Et en désespoir de cause, il est parti avec l'argent de l'Iran, il est parti chez Azali Assoumani, à qui il n'a rien apporté parce que son arrivée au pouvoir n'a été favorisée que par Ikililou et ses moyens de Baït Salam, dans la fraude que nous connaissons et dans cette mascarade. Et la meilleure preuve de ce que je dis, c'est que à l'article 8 de l'accord du 1er avril 2016, Ahmed Sambi avait exigé d'Azali Assoumani le rétablissement des relations diplomatiques entre les Comores et l'Iran. 10 mois après son investiture. Là, on est à 12 mois et non seulement il n'y a pas eu rétablissement des relations diplomatiques, mais en plus, il a fermé toutes les institutions iraniennes qui étaient aux Comores. Il n'y en a plus. Donc, là, il ne faut même pas parler de frères. Moi, j'ai eu à les qualifier d'alliés circonstanciels de temps, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ce sont des gens qui vont s'entretuer dans très peu de temps. Là, au moment où on parle, si Saïd Larifou va dire qu'il faut annuler la présidence tournante, ça c'est le jeu d'Azali. Parce qu'il sait que si on fait une présidence normale sans la tournante, il n'y aura jamais de président moélien, il n'y aura jamais de président enjoiné. Et Sambi peut se mettre toutes les idées farfelues qu'il veut dans sa tête, il ne sera jamais président des Comores à la suite d'une élection ouverte à tous les candidats venant de toutes les îles. Donc,
Le jeu qu'il y a actuellement, c'est que ils veulent casser Sambi. Et pendant qu'ils font ce petit jeu, le gouverneur d'Anjouan, qui est un crypto-sambiste, dit de toute façon, faites ce que vous voulez, mais moi, en 2021, j'attends mon tour ici. Et il y a, de l'autre côté, il y a le fugitif international Amadou Madi Bolero qui croit que, parce que Azali est au pouvoir aujourd'hui, il va lui ouvrir les portes pour devenir président demain au nom de Moïli, mais c'est de la folie. Ni l'un ni l'autre ne passeront. Parce que le système est déjà verrouillé. Aujourd'hui, Azali Assoumani a son candidat pour 2021, alors que l'accord du 1er avril 2016 l'oblige à soutenir Sambi. Mais il a déjà son candidat, au cas où il n'aurait pas supprimé la présidence tournante d'ici là. Donc, c'est une alliance, je vous l'ai dit aujourd'hui, et ça se vérifiera demain, c'est une alliance qui va finir dans le sang. Ces gens-là vont s'égorger un jour ou un autre, et je vous garantis qu'ils n'ont jamais été frères. Ils ont été des alliés, mais des alliés circonstanciels de temps, comme j'ai l'habitude de le dire. La rumeur dit que c'est à cause de Azali Assoumani qui a eu le séparatisme. C'est lui qui a causé le lynchage des Anjouanais à la Grande Comore. Donc même on lui avait reproché cela lors des élections. Donc, et cela avait causé des problèmes au niveau national. Mais est-ce que ce n'est pas encore Azali, comme vous le dites, qui va causer la séparation des îles avec cette idée-là? Parce qu'ils peuvent dire politiquement tout ce qu'ils veulent, mais les Anjouanais attendent leur tour. Et au moment où les Anjouanais n'auront pas leur tour, ne pensez-vous pas que ça sera une énième crise séparatiste aux Comores? Alors, je vais vous dire une chose. Azali Assoumani est impliqué, et quand je dis impliqué, c'est vraiment impliqué dans tous les développements malheureux qu'il y a eu dans le séparatisme anjouan. Premièrement, c'était lui et sa bande, et le président Johar le dit dans ses mémoires, qui ont organisé la chasse des Anjouanais dans les rues de Moroni. Deuxièmement, il a été convoqué en Conseil des ministres en tant que chef d'état-major de l'armée, en présence de l'ambassadeur de France à Moroni. Et là, le Premier ministre Abbas Dioussouf lui a demandé d'aller protéger les Anjouanais dans les rues de Moroni. Il a refusé. Et il s'est même permis d'injurier Abbas Dioussouf en lui disant: si toi tu étais un vrai Premier ministre, tu ne serais pas parti négocier avec les séparatistes anjouanais à Tana. Si ton président Tajidine Ben Saïd Massoud était un vrai président, il ne serait pas parti négocier avec ces gens-là. Et troisièmement, il faut voir comment Azali Assoumani et le fugitif international Amadou Madi Bolero ont tout fait pour maintenir l'île d'Anjouan dans un état de séparatisme parce que ça arrangeait leur business mafieux. Il faut lire le livre de Bolero pour voir comment ce garçon caresse Mohamed Bakar dans le sens du poil. Mohamed Bakar, le colonel Mohamed Bakar, c'est Azali qui l'a ramené au pouvoir pour foutre la merde en Anjouan. Donc ils ont tout fait pour que sur cette île se maintienne un climat pourri afin de favoriser leurs intérêts. Aujourd'hui, le Moïlien te dira quoi? Le Moïlien dit: Ikililou a été un président minable, mais c'est mon président. Je veux qu'en 2026, il y ait un autre président moïlien. Moi, je reçois des appels qui me disent: ah, grand frère, il faut que tu viennes pour qu'on voit comment on peut faire pour 2026. Sauf que moi, je ne suis pas un acteur politique, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vous dis que aujourd'hui, ces gens-là qui sont à Moroni en train de faire leur petit cinéma suppriment la présidence tournante. Ils peuvent le faire. Mais ils vont le faire tout en sachant qu'il n'y aura pas de présidence tournante parce que la Grande Comore à elle seule ne fera pas de présidence tournante. Parce que Moéli va s'en aller et Anjouan va s'en aller. L'Anjouanais veut savoir que Moustadran Abdou est président de la République. Le Moélien veut savoir que
un tel de Moéli est président de la République. Et vous allez dire à ces gens-là, bon, le petit jeu de chaises musicales qu'on faisait, on l'a arrêté, et maintenant il n'aura que des présidents enjouanais. Non, Grand Comorien plutôt. Là, c'est l'éclatement du pays. Et je reviens à quelque chose de fondamental. Vraiment fondamental. Je l'ai entendu du discours de l'un des rares oulémas comoriens que je respecte. C'est le docteur Abdullah Hakim Mohamed Shakir de Mbeni. Il a dit que notre problème ici n'est pas un problème constitutionnel. Mais il y a toujours des gens qui viennent parler de révision des constitutions uniquement pour leurs intérêts. Et le grand mérite d'Ikili Loudanine a été de n'avoir pas du tout révisé la constitution pour convenance personnelle. Est-ce qu'il faut que chaque fois qu'Azali est vu quelque part, il y ait un changement de constitution? Il faut que chaque fois qu'on le voit tousser, on change de constitution. Moi, j'avais un professeur au Maroc qui m'enseignait l'économie, c'est Mohamed El Hababi, de renommée mondiale. Il avait parlé de constitution mon bon plaisir. Donc aujourd'hui, Azali Assoumani et ces gens sont dans la logique de la constitution, mon bon plaisir. Je prends la constitution, j'en fais ce que je veux. Je vais nommer ma femme princesse héritière ou ceci ou cela. Je prends mon enfant, je le nomme président de ceci ou de cela. Mais là, on n'est pas dans une logique d'État. Là, on est dans une logique de la mafia. Il faut que ces gens-là arrêtent un peu le cinéma parce que ça va loin et c'est pas bon. Vous avez reçu récemment une plainte, on peut dire une pseudo-plainte concernant Madame Azali. Pouvez-vous un peu nous parler de cette affaire-là, puisqu'on a lu sur votre site, bien sûr un site qui est devenu un site de référence, qui est visité souvent, dont même Comores Info se sert pour ces informations. Donc pouvez-vous un peu nous parler de cette affaire-là Elle n'a pas aimé le fait que je dise qu'elle est impliquée dans l'incendie qui avait ravagé la direction des impôts lors de la première kleptocratie de son mari et qu'elle est impliquée dans celle-ci. Bon, dans sa grandeur d'âme, dans sa bonne foi, son avocat me dit que l'affaire n'a pas été jugée. Mais quand je sortais de la poste, j'ai lu ça. J'ai rigolé pendant des heures et les gens qui me regardaient, ils disaient mais le gars, on croyait qu'il était normal, mais là il est devenu fou. Parce que je n'ai jamais vu un jour quelqu'un qui est condamné au Comores pour une affaire de détournement. Donc moi ce qu'on veut c'est quoi? On veut me museler, on veut m'empêcher de parler. Je dis beaucoup de choses, on cherche toujours un moyen. On sait que je ne suis pas riche, on sait que je n'ai pas d'argent. Donc on tape là-dessus et on va prendre des petites informations sur lesquelles il n'y a pas de preuve possible. Et on veut me tuer là-dessus. Moi je ne dis pas le contraire, on ira au procès. Mais il faudrait savoir que sur le plan légal, je peux perdre. Mais sur d'autres plans, ce n'est pas moi qui perdrai. Parce que moi, je vais là-bas avec mes dossiers. Priorité au direct. Il y a un internaute qui nous suit en direct qui s'appelle Arafat Ali Youssouf et qui pose la question, est-ce que pouvez-vous parler de comment développer le pays? Qu'est-ce qu'il faut que Azali mette en place pour que le pays puisse avancer? Deux choses. 3. Premièrement, il renvoie tous les conseillers qu'il a à la présidence et qui ne servent à rien. Il nomme un comité technique pour faire le travail. Deuxièmement, il prend des vrais ministres, il leur donne des vrais ministères. Et troisièmement, il applique la règle de base des finances publiques qu'on appelle le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, qui permet de sécuriser les finances publiques, à savoir qu'on ne donne pas l'argent aux gens parce qu'ils en demandent, parce qu'ils ont l'autorité, mais parce que la loi de finances le permet, parce qu'une personne a fait un travail pour l'État en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'État ou en tant qu'entreprise. Si on arrive à faire ces trois choses-là, on peut sauver le pays. Mais si on continue à nommer des voleurs et à ignorer le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables, il nous faudra 2000 ans pour faire l'émergence. Donc une question qui va toujours dans le même sens, qui est posée par Arafat Ali Youssouf,
c'est comment réconcilier la nation avec le développement. Le développement et la nation peuvent être réconciliés par le sérieux. Nous avons des Comoriens qui sont formés dans tous les domaines. Nous pouvons les employer et développer le pays aujourd'hui. Mais si nous continuons la politique d'ostracisme en disant Riziki je ne l'aime pas, il faut que je lui coupe les zizi, Riziki je ne l'aime pas, il faut que je lui coupe la tête, on verra où ça va nous amener. Parce que nous avons tous les cadres qu'il nous faut aux Comores, mais on ne les emploie pas. Et parfois on a le secrétaire général du gouvernement qui a fait une école des eaux et forêts et qui fait un travail des juristes dans lequel il ne connaît rien. Il n'a aucune compétence. Le président lui-même n'a aucune compétence dans ce qu'il fait. Il est là, avec sa petite courtisanerie. Ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de casser le pays. On ne peut réconcilier l'État comorien et le développement que par le sérieux. Et le sérieux commence par quoi? Le sérieux commence par une règle qui est très simple. C'est le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables. Ça veut dire que la personne qui doit donner l'argent n'est pas la personne qui doit dire donnez-moi l'argent. Et on ne donne pas l'argent physique aux individus. On ne fait que de la monnaie scripturale. Ce sont des jeux d'écriture qui se font uniquement sur la base du travail qui a été fait au profit de l'État. Et c'est l'entreprise qui a réalisé un projet pour l'État, c'est le fonctionnaire qui a travaillé pour l'État qui ont le droit de voir l'argent de l'État. Et même quand on est président de la République, on n'a pas le droit de débarquer chez Comores Télécom et de dire donnez-moi ce qu'il y a là-dedans, aller au trésor et prendre de l'argent. Ça ne se passe pas comme ça. Un autre internaute pose, c'est toujours Arafat Ali Youssouf, qui demande est-ce que le premier chantier de ce pays n'est pas la justice? Est-ce que c'est pas la justice? Est-ce qu'il ne faut pas réformer la justice? Mais comment voulez-vous faire fonctionner un pays si la sécurité juridique de la population n'est pas assurée? Quand on ne forme pas des avocats, quand on ne forme pas des magistrats, quand on n'a pas un vrai ministère de la justice, quand il y a des injonctions qui viennent du ministère de la Justice et qui atterrissent dans les bureaux du juge, comment voulez-vous encourager les gens à investir dans un pays quand pour une parole on va en prison, alors que la diffamation n'ouvre jamais la porte d'une prison? On ne va jamais en prison pour une parole. Jamais. On ne va jamais en prison pour un écrit. Mais on continue à emprisonner les gens parce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont écrit. Ils ne sont même pas jugés, ces gens-là. Ils sont convoqués au commissariat de police et ils atterrissent en prison. Moi, combien de fois j'ai été convoqué dans des commissariats de police ici par la faute d'acteurs politiques comoriens qui n'aiment pas ce que je dis, ce que j'écris. Mais je n'ai jamais vu une prison, je n'ai jamais été dans une prison, moi. Hein? Moi, je vais au commissariat et puis la personne qui est au commissariat envoie son rapport chez le juge d'instruction. 6 mois, une année plus tard, je suis chez le juge d'instruction et il n'y a personne qui me bouscule. Je ne suis jamais menotté, je ne vais jamais en prison. Hein? Aujourd'hui, il n'y a pas de justice aux Comores. Il n'y a pas de justice aux Comores parce qu'il n'y a pas de magistrat, il n'y a pas d'avocat. Un avocat, ça se forme. Hein? Moi, j'ai eu mon diplôme d'avocat à 53 ans. Hein? Je m'asseyais sur le même banc que des gens qui ont l'âge de mes enfants. Je suis allé aux Comores, on fait quoi? Avec un deuil, on est avocat. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre pour être avocat avec un deuil? C'est de l'hypocrisie, c'est de l'utopie. Et nos magistrats sont tellement nuls qu'il y a certains pays qui n'en veulent pas pour former. Ils disent on n'en veut plus parce que le magistrat comorien, si je dois le former aujourd'hui, au lieu de 4 ans, il m'en faut 8. Donc nous avons un problème à régler. Au lieu que les gens se jettent sur les postes, il faut penser à cette justice. Et si nous n'avons pas de vraie justice, et là je réponds directement à la question, il ne faut même pas y penser. Monsieur RM, est-ce que le problème n'est pas que dans la culture comorienne, dans la conscience collective comorienne, les gens sont indifférents au respect des lois? C'est-à-dire la loi est considérée comme quelque chose d'étranger, comme quelque chose d'aliénant. Quand, par exemple, moi quand j'étais jeune, j'avais eu un problème avec la police, j'étais parti au commissariat et quand j'ai dit je connais mes droits,
ils m'ont pris pour quelqu'un une personne pédant qui se la raconte, qui est un étranger, tu te prends pour un Muzungu. Est-ce qu'aux Comores, même les gens qui ont fait des études, qui sont dans les grands postes des autorités, est-ce qu'ils ne sont pas indifférents au respect des lois? Est-ce qu'ils ne se disent pas, oui, c'est vrai, je suis le président, je dois respecter la loi, mais on est aux Comores, je ne respecte pas? En droit, il y a une matière hyper intéressante, c'est la sociologie du droit. Et là pour but d'apprendre la réception de la règle juridique par la société à laquelle elle est destinée. Le problème au Comores, c'est que nous n'accordons aucune importance à cette règle-là. Et regardez comment les gens respectent plus les règles du grand mariage qui ont été élevées à un rang sacerdotal. Les règles du grand mariage sont devenues des règles sacrées, sacro-saintes. Et si on était arrivé à instaurer le même respect à l'égard de la règle de droit, la règle juridique, on aurait pu sauver les Comores. Aujourd'hui, le Comorien a peur d'enfreindre la règle du grand mariage, mais n'a pas peur du tout d'enfreindre la règle de droit, la règle juridique qui a été votée par le Parlement, qui a été votée par les représentants de la nation. Notre malheur vient de là. Priorité au direct, on a une question d'Arafat Ali Youssouf qui dit quelles sont les conditions que vous pouvez accorder pour mettre votre expérience à la nation. Est-ce qu'aujourd'hui, si Azali vous appelle, vous irez mettre votre expérience à la nation? Je n'irai pas pour deux raisons. La première, c'est que son autorité, son pouvoir n'est pas légitime et je ne peux pas travailler dans l'usurpation. Et deuxièmement, je n'ai pas envie de prendre un train qui a déjà quitté la gare et qui va mal. Azali Assoumani a perdu une occasion historique en 2016 quand il a compris qu'il n'a pas été élu mais qu'il est arrivé là par la flotte. Il aurait dû avoir l'élégance morale et politique d'appeler toute la classe politique et discuter afin de créer un gouvernement d'union nationale. Il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, moi, on me propose un poste, je n'irai pas. Parce que déjà, il est en échec. Et non seulement il est en situation d'échec, mais il n'a pas une structure mentale qui lui permettra de rectifier le tir parce qu'il n'a aucune envie d'admettre qu'il est dans l'erreur, qu'il est dans l'échec. Donc, quand on est borné, on ne peut pas du tout revenir en arrière, on ne peut pas prendre du recul. Moi, je ne m'associerai pas du tout à un échec. Il est clair que si je devais m'associer à un régime politique, il aurait fallu que ça soit dès le départ et que ça soit une personne qui a une structure mentale, qui a une vision politique et non un pouvoiriste qui veut juste être là pour régner. On a une question de M. Iklam. Il dit, on a assisté récemment à la montée des mouvements. Pensez-vous que c'est un exemple à suivre pour la jeunesse comorienne? C'est un exemple à suivre parce qu'il y a déjà l'émergence de la jeunesse et il y a un sentiment nouveau qui a permis de mettre sur la même table des dirigeants de droite et de gauche au nom des intérêts supérieurs de la nation française. Ça, ce sont les deux éléments qui me semblent plus importants. Du point de vue programmatique, on peut discuter, on peut dire ce qu'on veut, mais là, nous avons un président qui est jeune, même si on sait que jeunesse ne signe pas forcément vertu, mais il est jeune, il est venu avec des idées neuves et avec la volonté de réunir tout le monde et de travailler ensemble. C'est une bonne chose, parce que les clivages droite-gauche, il est des moments, il faut savoir les dépasser. Il faut savoir aller au-delà parce qu'il y a des personnes qui sont très compétentes à droite comme il y a des personnes qui sont très compétentes à gauche. Donc à droite, à gauche, on a ces gens-là, il faut les faire travailler ensemble. Il n'est pas dit qu'un gouvernement de droite doit travailler uniquement avec des gens de droite. On peut faire travailler tout le monde au nom d'un projet, au nom d'un intérêt national. Mais chez nous, nous n'avons pas cette culture-là et c'est dommage. Pour finir, monsieur ARM, on va vous poser une question. On va vous poser une dernière question. Bon,
Monsieur ARM, il y a une question sur Internet. C'est Hamidou Abdul Bassur Saïd qui dit aujourd'hui le Comorien a peur de quoi? Il veut savoir qu'est-ce qui fait peur aux Comoriens. Peut-être pourquoi est-ce que le Comorien ne crée pas, pourquoi est-ce que... Je ne sais pas, mais il n'a pas précisé sur sa question. En tout cas, là, on est en direct. Le Comorien a peur de l'environnement dans lequel il vit. Cet environnement-là n'est pas favorable à l'épanouissement du Comorien. Cet environnement ne permet pas au Comorien de créer son entreprise, de faire son travail. Là, il paraît qu'il y a un ministre qu'on vient de surnommer Monsieur 10%, parce qu'il prend 10% sur tous les projets qui passent par lui. Donc, on a besoin d'enlever cette culture-là, on a besoin de faire les choses beaucoup plus sérieusement, parce que moi, aujourd'hui, je vais aller créer mon cabinet d'avocat aux Comores, mais on me dit non, tu ne peux pas. Parce que tu dis certaines choses et les autorités ici ne sont pas contentes. Donc reste là où tu es. Bon, là moi aussi j'ai peur. Hein? J'avais rompu physiquement avec les Comores pendant combien? 23 ans. J'ai commencé à y aller depuis octobre 2012. Aujourd'hui j'ai peur d'aller aux Comores. Pourquoi? Parce qu'il paraît qu'il se passera certaines choses. Bon, vous voyez, là où on est arrivé. Donc c'est que tout simplement notre environnement nous fait peur et ce n'est pas bon. J'ai une autre question qui est en direct bien sûr, qui a été postée par Idriss Danim Madi, qui dit que proposez-vous comme solution afin de mobiliser la jeunesse? Il faut que la jeunesse elle-même se réveille, mais elle a besoin d'un guide. Il faut que la jeunesse en elle-même sécrète quelqu'un qui peut la guider, mais pour en arriver là, il faut qu'il y ait une concertation au niveau de la jeunesse comorienne, en dehors de tout projet politique, mais dans le seul but de donner un sens à cette jeunesse-là, pour qu'elle aille créer des entreprises, pour qu'elle aille faire des projets tout à fait personnalisés, mais comment sera-t-il possible si nous n'avons pas un système bancaire performant, si nous n'avons pas un milieu d'affaires réceptif? Tout ça demande l'instauration d'institutions plus adaptées à la problématique du développement. Il y a Naël Yassine Loué comment expliquez-vous la passivité de la jeunesse qui, la plupart, préfère soutenir ses bourreaux au lieu de résister. Cette jeunesse n'a pas le choix. Cette jeunesse n'a pas de repère. Cette jeunesse n'a pas de leader. Cette jeunesse n'a pas de projet commun. Il y a des jeunes, mais il n'y a pas de jeunesse. Les jeunes, on en a beaucoup, mais en tant que groupement homogène, pouvant travailler pour un objectif commun, malheureusement, il n'y en a pas. Pour Arafa Ali Youssouf, il demande quel homme providentiel qui pourrait mettre la nation dans le chemin, ses visions, puisque c'est le peuple qui paye. Donc, est-ce que vous voyez quelqu'un qui pourrait peut-être mettre le pays dans le droit chemin? Parce que je ne connais que moi. Hein? Comme je ne peux être responsable de personne d'autre. Moi je me vois moi, mais moi je ne suis pas un acteur politique. Je ne suis pas intéressé. Vous serez candidat à l'heure venue, au moment venu pour Moéli? Non, malheureusement non. Je ne le ferai pas parce que ce qui s'est passé en 2016 a discrédité les Moéliens. Les Moéliens de Baït Salam et Kilou et sa petite bande ces gens-là ont fait des choses tellement sales que moi, en tant que Moélien, je n'ai pas confiance envers les Moéliens et à plus forte raison le Grand Comorien et l'Anjouanais. Le Grand Comorien et l'Anjouanais vont réfléchir à deux avant d'aller demander à un acteur politique de Moélie d'aller faire de la politique ensemble. Parce qu'il s'est passé des choses tellement sales en 2016 plutôt, qu'aujourd'hui, le Moélien est devenu un bâtard qui n'inspire confiance à personne. Donc, moi, si je vais aller faire de la politique à Moélie, pour me faire élire au niveau des Comores, je vais me demander, est-ce que ces gens-là me disent la vérité s'ils disent qu'ils vont voter pour moi? Donc, étant donné que je ne veux pas, moi j'ai déjà des problèmes
de santé. Voilà. Moi, je suis hyper tendu. Je n'ai pas envie d'aller récolter un 2% à une élection et mourir le même jour. Donc, je préfère m'éloigner de ces histoires de politique, faire mon petit travail de blogueur, écrire mes livres et laisser la scène politique aux acteurs politiques qui savent comment y faire, qui savent comment faire, parce que aller faire de la politique, c'est très bien. Mais il faut la faire quand même avec une certaine honnêteté. Nous sommes toujours en direct, nous avons une question, c'est les fans de Sambi Espoir Comore. Donc sur Facebook, ils posent la question, pourquoi tu ne rentres pas au pays pour te battre comme les autres si on n'est pas à un pays... j'ai du mal en fait à lire. Je pense que la question que monsieur fan de Sambi a posée, c'est la question que monsieur ARM vient de répondre. Il vient de nous dire qu'il ne peut pas aller parce qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Et en plus, là maintenant, tout le monde me dit que j'ai intérêt à ne pas être vu aux Comores. Ça veut dire que dans la Constitution, il est bien inscrit, c'est un pays démocratique et tout ça, mais je n'ai pas le droit de parler et de dire que ce régime politique conduit les Comores vers la perte. Donc pour ça, je n'ai pas le droit d'aller là-bas. Je vis à l'étranger depuis 1986, mais pour la première fois de ma vie, je suis devenu un exilé depuis le 26 mai 2016. Donc là, aujourd'hui, je vais aux Comores. Il semblerait qu'il m'arriverait certaines choses. Moi, je n'ai pas peur. Un jour, j'irai quand même. Donc vous avez reçu de menaces de la part du pouvoir? Des menaces et des injures. Donc ça ne manque pas. Le début de plainte d'Ambari, Madame Azali Assoumani, ce n'est que la partie immergée. Mais il y a des choses beaucoup plus graves que ça. Il s'est passé des choses beaucoup plus graves que ça. Je ne veux pas en parler pour l'instant, mais il arrivera un jour, on va tout étaler sur la place publique. Ça, on en parlera forcément. Pour conclure notre entretien avec vous, monsieur ARM, je voulais juste soulever une interrogation, parce que monsieur Azali, à ce pareil, il dit qu'il ne s'intéresse pas à Internet. Il ne s'intéresse pas aux blogueurs, à tout ce qui se passe sur Internet, alors que sa femme vient porter plainte contre vous pour des propos que vous avez tenus sur Internet. Vous savez, il y a aussi l'entourage, il y a les courtisans. Et parmi les courtisans, il y a 2 personnes qui m'ont ciblé en particulier. Je ne vais pas citer leur nom aujourd'hui, mais c'est une vieille histoire qui vient se mêler à une nouvelle histoire, parce que la deuxième personne, c'est quelqu'un qui a des relations de famille avec Ambari, Madame Azali Assoumani, et qui veut se venger parce que j'ai écrit certaines choses avec des preuves sur mon site. Donc il veut en découdre avec moi, mais comme je l'ai dit, on va y aller et je serai très à l'aise quand je serai là-bas pour dire ce que les gens n'ont pas l'occasion de dire, parce que moi je vais le dire. Et en ce moment-là, on saura s'il est vraiment raisonnable de continuer à nous prendre, nous les blogueurs, pour des têtes, je ne veux pas dire des Turcs, mais des punching balls qu'on peut taper dans tous les sens. Et il faudra qu'un jour on règle ce problème-là. Pour finir cet entretien, monsieur le docteur Riziki, est-ce que vous avez un mot ou un message à faire passer à la jeunesse pour cette année blanche qui vont peut-être passer? Je demanderai une seule chose aux jeunes Comoriens, qu'ils s'indignent. Indignez-vous. Vos droits, si vous ne les réclamez pas vous-même, personne ne viendra les réclamer vous-même. Et c'est dommage que les grandes envolées de militantisme qu'on a connues dans les années 60, 70, 80 soient devenues une parenthèse fermée. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus de militantisme. Les jeunes Comoriens ne se parlent plus. Les jeunes Comoriens ne militent plus ensemble. La SEC a disparu. Le Front démocratique végète. Et le lycée Saint-Moumechek de Moroni, qui était le creuset où se retrouvaient tous les Comoriens, ne joue plus son rôle de creuset national. Et je trouve cela très dommage. Monsieur Riziki, on vous remercie. C'est moi qui vous remercie.